international. C'est pas bien de se moquer. C'est Riyad. Jacques et Laurence sont appelés pour des raisons familiales à ne pas être à Vitry aujourd'hui. David et Nina ont aussi des empêchements, voilà. Et donc il reste les meilleurs. non, je voulais dire ce qui reste, quoi. Non, donc Karen et moi pour vous parler, essayer d'être le plus concis et direct sur les sujets qu'on a abordés en conseil municipal. Est-ce que tu veux nous dire déjà comment tu as vécu ton premier conseil municipal, Karen? Parce que c'était quand même un peu épique. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'était le 4 juillet 2020. Est-ce que tu as un souvenir de ce qui s'est passé? Alors oui, j'ai quelques souvenirs. C'est vraiment la question horrible. C'est pas préparé du tout. Oui, alors non. Est-ce que j'ai un souvenir particulier de ce conseil? Alors moi, il faut que je vous dise, je suis nouvelle élue. Donc moi, je suis une citoyenne lambda, juste... Enfin voilà, avec un engagement associatif assez fort depuis longtemps à Vitry, dans diverses associations. Et mon engagement politique, il est dans le prolongement de mon engagement associatif. Et souvent on me dit, oh là là, attention, ça c'est de la politique. Bah, moi je trouve que la politique, c'est pas un gros mot, c'est juste des citoyens, en tout cas au niveau local, on va dire ce qui est, c'est juste des citoyens qui veulent s'engager dans la vie de la cité. Et c'est pas du tout différent que d'être un bénévole dans une association. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Donc, je ne suis pas encartée dans un parti politique. C'est la même chose pour Frédéric. On est des citoyens engagés. Et donc, moi, j'ai découvert voilà, ce que c'était que d'être élu via mon premier conseil, tout premier conseil. Donc, Fred vient de mentionner la date, donc en 2020. Après une campagne électorale qui avait été, je pense, la plus longue de l'histoire, parce qu'entre le premier et le second tour, il y a eu le confinement. Donc voilà, c'était une période un petit peu particulière. Et donc au premier conseil municipal, il s'est passé un truc à Vitry que je crois ne s'était jamais passé ailleurs, ou peut-être dans des toutes petites villes éventuellement, mais en tout cas dans une ville de plus de 1000 habitants, je crois que c'était une première. C'est que le groupe politique qui était arrivé en tête et dont vous aviez vu partout dans la ville la tête du premier de liste qui était Jean-Claude Kennedy a été balayé finalement, parce qu'au premier conseil municipal, le groupe d'élus vote pour le maire, et traditionnellement, le maire, enfin celui qui devient maire, celui ou celle qui devient maire, c'est la tête de liste de la liste qui est arrivée en tête. Et donc là, au premier conseil municipal, les élus ont voté et s'est présenté en candidat le 5e de cette liste. Et du coup, c'est lui qui a été élu maire. Donc moi, je dois vous avouer qu'en tant que nouvelle élue, j'ai rien compris de ce qui se passait. On a fait une suspension de séance entre le premier et le deuxième tour de cette élection interne, en fait, au conseil municipal. Et moi, on s'est réunis, les 7 élus de l'opposition, enfin de notre groupe politique. On s'est réunis pour qu'on nous explique, que les anciens nous expliquent à nous, les nouveaux, ce qui était en train de se passer, parce qu'on n'y comprenait rien du tout. Et comme c'était vraiment quelque chose qui n'avait jamais été vu ailleurs, voilà, on a vécu. Alors non, on me fait non, peut-être que c'est arrivé dans quelques villes, de petites villes, comme je disais. Bon, bref. Neuilly-Sarkozy. Ah bon, Neuilly-Sarkozy. Bon, alors je savais pas. En tout cas, dans notre ville, c'était vraiment une première. Et moi, je l'ai vécu comme une surprise parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'est vrai qu'en tant que citoyen lambda, moi, quand je vote voilà, pour la personne dont je vois la tête sur les affiches. Et je ne savais même pas que c'était légal, en fait, que n'importe qui sur la liste qui était arrivé en tête pouvait se présenter. Voilà. En tout cas, nous, on est droit dans nos bottes parce que tout notre groupe politique, notre candidat, c'était Frédéric Bourdon. Il a eu les 7 voix de notre groupe au premier tour. Donc, il y a eu des rumeurs après qui ont couru, comme quand on avait fait une alliance, etc. Tout ça, c'est bidon, donc il ne faut pas l'écouter parce que, voilà, s'il y avait eu une alliance quelconque, Frédéric n'aurait pas eu 7 voix au premier tour. Voilà. Ouais, ça fait partie des intrigues. Il y a toujours des intrigues. Malheureusement, quand il y a de la politique non saine, c'est celle des intrigues. Donc parfois on entend parler de choses comme ça, un peu particulières. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons au conseil municipal 53 élus. Il devait y en avoir 40 dans la majorité, mais finalement ils sont plus 40 puisque le groupe communiste s'est coupé en deux, s'est scindé en deux.
Donc il y a 3 oppositions. Une opposition qui est celle avec l'ancien maire, notre opposition constructive, qu'on veut la plus constructive possible, Vitry en mieux, et puis un groupe de droite qui existait déjà dans l'ancienne mandature. Nous, ce qui quand même nous tient à cœur, c'est 3 éléments importants qu'on a portés pendant la campagne électorale en 2020, qu'on continue à porter pendant le mandat. Ces 3 éléments, ce sont la question de la transition écologique, la question de la démocratie locale participative, comment en fait on raccroche les citoyens à la prise de décision, citoyens et citoyennes. Et puis le 3e élément, c'est la question sociale, parce qu'on ne peut pas séparer la question environnementale de la question sociale. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'atelier précédent. Voilà, quand on parle des quartiers, quand on parle de la ville, la question de la transition écologique, ça concerne tout le monde. Bien manger, ça passe par exemple par pas manger cher et par manger peut-être de l'alimentation qui est produite localement, où des gens vont être payés pour faire pousser les artichauts à Vitry pour que les petits vitriots puissent manger des artichauts, parce qu'ils pourraient être plantés et récoltés sur le parc des Lilas. Ça, c'est une idée qu'on avait, qu'on a eue, qu'on a portée, qu'on continue à porter au conseil municipal. Et quel est le résultat au final ? Alors, pas grand-chose, parce qu'on est 7 élus sur 53. On est, je ne sais même pas si on est le premier groupe d'opposition, puisque finalement, il y a une opposition communiste qui avant était dans la majorité, mais elle n'est plus. Donc, je ne sais pas si on est le premier groupe. En tout cas, on essaye d'être une opposition constructive. On est plein de bonnes idées. Frédéric vient d'en mentionner une, et on va vous donner quelques exemples des choses qu'on a portées depuis 3 ans, sur tout un tas de sujets différents. On est force de proposition. On n'est jamais dans l'opposition systématique. Si la majorité municipale propose des choses bien, eh ben on les soutient. Et il y a énormément de résolutions pour lesquelles on vote dans leur sens. Mais il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles on est force de proposition et on n'est pas suivi. Et là, sur cet exemple, l'exemple que Frédéric vient de donner, non, on n'a pas été entendu. Donc dans la majorité des cas, il faut savoir qu'on a quand même, et moi c'est un petit peu mon ressenti et ma frustration d'élu en premier mandat, c'est que j'ai l'impression que l'opposition ne sert à rien. Et je dis souvent ça. En fait, alors mes collègues me remontent le moral en me disant mais si, on sert quand même à quelque chose, parce que sans opposition et sans personne pour les challenger, ils seraient vraiment tout puissants et voilà, ils feraient vraiment ce qu'ils veulent. Ils font un peu quand même ce qu'ils veulent et on est quand même assez faiblement entendus. Et moi, je trouve ça très frustrant, parce qu'on a des bonnes idées, et même quand on a des bonnes idées, parce qu'elles viennent de nous, elles sont rarement retenues. Voilà, donc ça, c'est un peu mon ressenti. Et on va vous donner quelques exemples. Alors on avait préparé une présentation, mais c'est vrai qu'avec la lumière, vous ne voyez pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Et quand vous voyez une petite pastille jaune à côté d'un point, c'est qu'on a été suivi. Et des pastilles jaunes, il n'y en a pas beaucoup sur ma présentation. La première slide qu'on aurait pu vous présenter, qu'on va vous présenter, c'est celle de la démocratie. Est-ce que, Nico, si vous ne la voyez pas, on va vous en parler. En fait, il y a un point positif que l'on peut retenir, parce qu'on l'avait porté en 2014, c'est que le conseil municipal peut être saisi par des pétitionnaires. Il y a une pétition qui est portée à Vitry par des vitriots et des vitriotes. Il faut qu'il y ait plus de 500 signataires, je crois. Et à ce moment-là, le sujet qui est abordé dans la pétition peut être abordé au conseil municipal. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal. Vous voyez qu'il y a un lien qui se fait entre ceux qui ne sont pas élus et ceux qui sont élus, et c'est déjà assez, c'est une petite avancée. Là où, par contre, il y a des points sur lesquels on reste sur notre faim, c'est typiquement l'animation des conseils de quartier. Les conseils de quartier, où on avait proposé que la présidence soit assurée par des habitants, que les conseils aient des budgets participatifs. Là, on n'est pas du tout suivi, c'est pas du tout le cas aujourd'hui sur les conseils de quartier, qui restent très présidés, animés par des élus et qui n'ont pas leur propre budget. Les subventions aux associations aussi, on a de cesse de réclamer plus de transparence sur la manière dont les subventions sont allouées aux associations. On a la chance
à Vitry d'avoir un tissu associatif extrêmement riche. Mais aujourd'hui, on le voit bien, et d'ailleurs, allez, je vais oser le dire, on a quand même plusieurs associations qui n'ont pas souhaité nous accueillir sur la journée d'aujourd'hui parce qu'elles prennent un risque en accueillant l'opposition. Donc j'en profite pour remercier le pavillon 31 de nous accueillir, d'avoir ce courage. D'autant que c'est ouvert à tout le monde. Exactement. C'est un principe démocratique que de ne pas avoir des œillères et de pouvoir ouvrir à tout le monde un lieu. Sur les outils de communication aussi. Les outils de communication, nous n'avons de cesse de proposer une ouverture dans les outils de communication de la ville. Aujourd'hui, si vous recherchez, ne serait-ce que mon adresse mail, par exemple, en tant qu'élu, j'ai une adresse mail de la ville, elle est introuvable. Vous ne la trouverez pas sur le site de la ville. Les citoyens n'ont pas le moyen de me contacter. Ils ne savent pas comment faire. Alors effectivement, il y a ma photo, mais je n'ai pas d'adresse mail. Autant vous dire que dans tous les moyens de communication de la ville, que ce soit le site internet, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le Vitry mensuel, l'opposition est complètement invisibilisée, complètement. Ça va jusqu'à, et je le dis parce que moi ça m'est arrivé, gommer la présence d'élus de l'opposition sur des photos que la ville publie sur son site. Voilà. C'est vraiment des trucs d'un autre temps. Alors nous, ce qu'on porte, c'est une pluralité de la communication, que les outils de communication de la ville soient aussi mis à disposition, alors peut-être pas en majorité, mais que l'opposition puisse porter des points de vue différents dans les outils de communication de la ville. Le seul encart que vous avez dans le mensuel, c'est la tribune, qui est en fin de mensuel, et ça c'est légal, donc ils ne pouvaient pas nous le refuser. On passe rapidement à d'autres sujets, parce que l'idée c'est quand même qu'on puisse vous montrer qu'on est positionné sur beaucoup de sujets. Celui des sports, par exemple, on l'a mis en lumière parce que Vitry est l'une des grosses villes de pratiquement 100 000 habitants de banlieue parisienne, qui est sous-dotée en équipements sportifs. Vous prenez Créteil, vous prenez Montreuil, vous prenez Boulogne, sur l'ensemble des pratiques sportives et des équipements sportifs, on est en dessous. Donc il y a une problématique qui n'est pas souvent soulignée dans les débats, mais on tenait à vous le rappeler. Il y a besoin, et quand on voit comment est sorti le centre aquatique au forceps, on peut se dire que voilà, 4 ans de retard, 4 ans et demi de retard, avec des fermetures qui se sont enchaînées derrière. Bon, les élus en responsabilité peuvent toujours dire oui, c'est pas de notre faute, c'est la société de construction, etc. Mais c'est aussi symptomatique du besoin que l'on a en équipement dans notre ville. Et là où on a une petite victoire, et c'est pas du tout négatif, parce que le sport, on parle souvent du sport et le lien avec la santé, c'est pour le stade Arrigui, qui a été reconstruit, ou rénové, ou c'est en cours d'ailleurs les travaux, c'est fini. Il doit être inauguré la semaine prochaine. Voilà, bon, inauguration la semaine prochaine. Très bien, merci. Il était prévu qu'il soit rénové avec l'usage de caoutchouc, de billes de plastique, de camions, enfin bref, voilà. Et on a poussé pour que ce soit des matières biosourcées, merci, qui soient utilisées pour la rénovation du sol. Il est où le stade Arrigui ? Derrière la piscine. Derrière l'ancienne piscine en fait. Voilà. Ouais, à côté de la nouvelle. Et donc en plaidant le fait que tous les pratiquants, à chaque fois qu'ils se ruent sur ce stade, qu'ils tombent, qu'ils s'écorchent, etc., avec directement, ça a un impact. Si vous avez des particules avec des parties très chimiques, qui sont d'ailleurs contestées à l'échelle européenne en termes d'usage pour refaire les sols, qui avait là à être très vigilant. Certes, c'est un surcoût, mais il vaut mieux utiliser de la matière comme de la coco, ou du chanvre ou autre, plutôt que d'utiliser ces billes en plastique. Voilà. On a fini par gagner le débat. Ils ont mis, je crois, 200 000 € de plus. On leur a dit qu'il y avait des moyens d'aller chercher des subventions ailleurs, qui ne nous parlent pas de sous quand il s'agit de questions de santé publique. Et au bout de à deux reprises, on y est revenu. Et on a fini par obtenir gain de cause. Et ils ont bien fait d'ailleurs. On peut leur accorder de nous avoir écoutés sur ce point. Je te laisse continuer peut-être sur un autre sujet. Oui, sur les logements, alors l'encadrement des loyers, c'est pas forcément quelque chose qui a été porté dans cette mandature, c'était dans la mandature précédente par Frédéric et Jacques d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place. Aujourd'hui, c'est le cas à Vitry, donc ça, on peut dire que c'est
une victoire partagée avec la majorité de l'époque. Par contre, un sujet sur lequel on n'est pas suivi jusqu'à présent, mais qui fait partie de nos propositions, c'est la capacité de la ville à réquisitionner les logements vacants. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à Vitry, il y a plus de 2000 logements qui sont vacants et que la ville a tout à fait la possibilité légalement, d'aller réquisitionner ces logements. Pour le moment, on s'interdit de le faire et on préfère lancer d'autres projets immobiliers qui bétonnent toujours plus Vitry pour construire toujours plus de logements. Il faut savoir que 2000 logements, ça correspond à peu près à 5-6 ans de bétonisation de plus. Donc on pourrait mettre une pause sur la bétonisation forcée de notre ville si on allait chercher les logements qui ne sont pas occupés aujourd'hui. J'en profite d'ailleurs pour dire que l'endroit que nous occupons aujourd'hui est promis à destruction, on va dire, la pleine terre sur laquelle vous êtes ici, nous sommes tous, et il est prévu d'y avoir des bâtiments. On est dans le cadre d'une ZAC, qui est la gare Seine-Gare, Vitry, et donc ici, alors je ne sais pas si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais en tout cas, par l'objectif qui est partagé entre l'État, la ville, et le département aussi d'ailleurs, qui pousse, nous aurons ici non pas la préservation d'un tiers-lieu comme celui-ci, mais de la construction, de la bétonisation. Donc certes, il y a un besoin de logement, certes, il y a besoin d'aménager, de revoir peut-être l'aménagement de notre territoire pour l'améliorer, mais attention à ce qui est fait, quoi. Quand on voit que 2500 arbres ont disparu sur les espaces communaux en l'espace de 10 ans, là je me base sur des chiffres du programme du plan local d'urbanisme. Le PLU en 2013 disait qu'il y avait 9000 arbres à Vitry. Quand on regarde les chiffres actuels, la ville dit qu'il y en a 6500. Vous voyez, la différence, en fait, c'est pas nous qui l'avons, on l'a découverte, en fait, cette différence de 2500 arbres. Donc il y a vraiment un lien entre urbanisation, bétonisation et disparition de la biodiversité. Parce qu'à travers les arbres, vous imaginez bien qu'il y a aussi les chauves-souris, les abeilles, les insectes, la capacité qu'ont les arbres à capter l'eau et à produire du vivant. Donc voilà ce qu'on dénonce aussi à travers l'aménagement du territoire, à travers la bétonisation, c'est aussi la préservation de notre environnement. Et d'ailleurs, planter des arbres, et planter beaucoup d'arbres, c'est un peu l'un de nos chevaux de bataille. Je crois qu'il n'y a pas un seul conseil municipal où on ne parle pas d'arbres. Pour la petite histoire, je ne sais même pas si on doit dire la majorité dans son programme, parce que c'est pas vraiment... Bon, si, on va dire ça. La majorité dans son programme avait prévu plus de 1000 arbres en net sur la mandature. Aujourd'hui, on est en net alors l'année dernière, on était à plus 29 arbres. Vous faites le compte, 29 fois 6, ça va être compliqué d'atteindre les 1000. Hein. Donc, sachant que le remplacement d'un arbre ancien quand il est abattu par un arbuste, c'est pas du tout la même chose en termes de captation du carbone, d'îlots de fraîcheur, de préservation de la biodiversité. Donc les arbres, c'est vraiment quelque chose qu'on défend. C'est pas juste une petite lubie d'écolo. Hein. De la pleine terre, des arbres, c'est essentiel pour tout un tas de choses, y compris pour se protéger des inondations, de la montée des crues de la Seine. Ça fait partie c'est pas juste planter des arbres pour planter des arbres, ça fait partie de l'ensemble d'un processus de réflexion sur protéger la nature en ville, développer la nature en ville, déminéraliser nos espaces urbains pour justement nous préserver autant que possible des effets du changement climatique dont on sait qu'il est quand même assez inéluctable. Donc ça, c'est vraiment un de nos grands combats et je crois qu'on les lâche pas là-dessus. Ça donne parfois en conseil municipal lieu à des bagarres sur le comptage des arbres où on m'a dit, je crois que c'était avant l'été, on m'a dit, le maire m'a dit, ce sont vos chiffres. Ben non, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres qu'ils produisent eux-mêmes dans leur rapport développement durable. Donc notez bien, hein, plus 29 arbres sur une année, c'est vraiment pas beaucoup. La question de l'arbre, il est essentiel au niveau social aussi. Parce que, on voit bien sur les temps climatiques que nous vivons, avec la hausse des températures, quand le soleil tape, quand les chaleurs montent, ça crée
ça crée des conditions de vie qui sont très compliquées. On l'a vu avec le confinement, on l'a vu avec les chaleurs très très fortes pendant les étés derniers. Et on voit à quel point ça a un impact en fait sur les habitants. On est très heureux de se retrouver ici parce qu'on a un espace de fraîcheur. On est pratiquement début octobre, on est content de l'avoir. Mais quand on se balade à Balzac ou qu'on se balade dans d'autres quartiers, c'est juste impossible, quoi. Tout à l'heure, je me suis baladé, j'ai dû remonter dans la rue, il y avait des... Comment on appelle ça des brumisateurs dans une rue où il n'y avait personne qui se baladait. En fait, c'est la solution qu'a trouvé la ville, c'est de mettre des brumisateurs un peu partout dans la ville, là où c'est bétonné. Mais non, en fait, c'est pas ça la solution. La résilience de notre territoire, ça va passer par l'interaction entre nous vivants humains et le reste du vivant. Ce sont les arbres et c'est le reste de la biodiversité. C'est une action sociale. Et d'ailleurs, j'en profite parce que moi, ça me rend folle quand je vois les gamins jouer en plein cagnard sous les brumisateurs qui tombent sur le béton, là où on aurait mieux fait de laisser les arbres. C'est que cet été, comme il y avait des restrictions d'eau, les brumisateurs, ils ne marchaient pas. Donc, voilà, il faut peut-être penser à un petit peu plus long terme sur ce genre de choses. On va peut-être vous parler aussi du maraîchage, parce que tu l'as évoqué rapidement, mais ça, c'est un des grands sujets. Une des grandes propositions que l'on porte et sur lequel on nous a promis d'étudier notre proposition, mais sur lequel pour le moment ça avance pas beaucoup, qui est donc une des propositions phares de notre campagne en 2020, qui était de consacrer un tiers du parc des Lilas au maraîchage pour pouvoir alimenter les cantines scolaires avec du bio et du local. On a combien d'hectares sur le parc des Lilas ? Il y a 100 hectares. Mais tout n'est pas encore ouvert et il y en a une trentaine d'hectares qui seront ouverts nouvellement en 2025 par le département et la métropole qui investissent une vingtaine de millions. Et là, il y a un vrai enjeu à gagner la bataille d'ouvrir cet espace-là pour faire de l'agriculture urbaine. En tout cas, moi, je me suis positionné dans les premiers débats au département et avec des collègues aussi à la métropole pour que ce ne soit pas que des zones de promenade, mais ce soit aussi des zones de production. On en a besoin pour bien manger sur notre territoire en termes de résilience alimentaire. Donc 100 hectares. Et l'étude qu'on avait commencé à mener en 2020, c'était de se dire qu'avec une trentaine d'hectares, on arriverait à fournir suffisamment de légumes pour les 8000 repas jour des enfants de Vitry. Certains contestent ça, mais moi je les provoque en duel en leur demandant de me fournir les études qui prouveraient le contraire. C'est aux autres de prouver le contraire. Et même si ce n'était pas la totalité, ce serait quand même une grande partie, donc ce serait déjà une grande avancée. Et là, on est dans quelque chose de complètement vertueux parce que c'est bio, c'est local, c'est en circuit ultra court en fait. Si directement du parc des Lilas aux cantines de nos écoles, on ne peut pas faire plus court. Donc c'est vraiment un beau projet et qui est à travailler avec le département. Ça tombe bien, on a des élus départementaux qui peuvent essayer de faire pousser les choses. Mais on ne voit pas de volonté en fait aujourd'hui de la majorité d'avancer sur ce projet parce qu'il est tellement beau, il est tellement porté par nous que vous comprenez, c'est un projet de l'opposition, ça ne va pas. On parle du dépôt pétrolier. Allez, on passe du maraîchage au parc des Lilas au dépôt pétrolier. C'était une promesse de notre maire actuel de faire partir le dépôt pétrolier. Ce projet de départ a vraiment du plomb dans l'aile aujourd'hui. Nous, on a de cesse de lui rappeler cette promesse. On n'a pas vraiment de levier supplémentaire à part de faire pression au maximum sur l'État pour que le dépôt parte. Je suis en train de vérifier la date. On nous avait dit qu'il serait parti en 2027, c'est ça. Depuis l'année dernière, la situation est complètement bloquée avec la crise en plus énergétique. On peut s'interroger sur la capacité du maire à tenir son engagement. D'autant qu'en 2021, la promesse avait été faite en 2020, qu'à partir de juin 2021, il y ait un début de démarche d'expulsion en fait de ce dépôt pétrolier. Et ça n'a toujours pas commencé. L'expulsion n'a toujours pas commencé. Alors ce n'est pas que le maire de Vitry, mais en fait le problème c'est qu'il a pris une promesse, quoi. Il a tenu une promesse en conseil municipal. Il l'a dit publiquement. Comptez sur moi, en 2027 il n'y aura plus de dépôt pétrolier. Donc c'est là où ça nous inquiète. Il y a le dépôt pétrolier qui nous inquiète, mais aussi cette propension à tenir des propos et à faire des promesses qui ne peuvent pas être tenues.
Et à côté de ça, ce qui nous inquiète, quand on dénonce la monstruosité de l'aménagement des bords de Seine avec la ZAC des Ardoines et la ZAC Seine-Gare-Vitry, c'est qu'on va, sur cette zone-là, dans laquelle nous sommes, créer, c'est pas nous qui allons le faire, mais c'est le PA Orsa, avec l'État et la ville, 8000 logements juste à côté d'un dépôt pétrolier. Une gare, la gare des Ardoines, dans le cas du métro 15, là, ligne 15, juste à côté d'un dépôt pétrolier. Est-ce que ça a du sens après ce qu'on a connu, Lubrizol et les différents sites Céveso qui sont dangereux en fait pour des dizaines de milliers d'habitants et là, à minima, 25 000, 30 000 nouveaux habitants dans cette zone-là. En zone inondable. D'autant plus en zone inondable, où on nous dit, mais oui, on débétonne, on enlève du béton, mais en fait, on va faire un parvis. Je vous invite à regarder les images de la future gare des Ardoines. Il y a un parvis d'1 hectare, ça équivaut à peu près à la place du marché, du béton. Voilà, c'est ça qu'on nous promet à Vitry en termes de super aménagement du XXIe siècle. Alors les Ardoines, c'est un de nos combats réguliers. Chaque fois qu'on a l'occasion et qu'on parle de ce sujet d'aménagement du territoire, on revient sur le sujet de l'aménagement des Ardoines parce que c'est vraiment un projet d'un autre temps. En fait, c'est 8000 logements, très peu de services publics, très peu. Il faut savoir qu'il y a une école de prévu. Enfin, je ne sais pas comment, est-ce qu'on peut imaginer à un moment qu'avec 8000 logements, une seule école, ça suffira. Il n'y a pas de bureau de poste prévu. Enfin, voilà, s'il y a tout un tas de... très peu de pleine terre, très peu d'espaces verts, avec une bétonisation des bords de Seine démentielle. Donc c'est vraiment un projet dont on a l'impression qu'il a été fait dans les années 70, quoi. Et on est hors sol sur ce projet. Donc c'est un de nos sujets phares également. Moi j'aimerais bien qu'on vous parle d'énergie aussi parce que c'est un des sujets sur lesquels on ne comprend pas pourquoi la ville ne se mobilise pas plus. Il y a du potentiel qui est développé partout autour de nous, dans quasiment toutes les communes autour de nous, sur de l'énergie renouvelable. Vous avez Alfortville qui va bénéficier d'une énergie qui vient, une énergie complètement renouvelable qui vient du courant de la Seine. Vous avez du photovoltaïque qui se développe dans pas mal d'endroits, de la géothermie. On est sur un bassin en Ile-de-France de géothermie. On n'exploite pas du tout la géothermie à Vitry. Et il n'y a aucun projet. Alors régulièrement au conseil municipal, on alerte la majorité là-dessus et on nous dit « Faites-nous confiance, vous allez voir ce que vous allez voir ». Et puis il ne se passe toujours rien et on voit toujours aucun projet sortir de sol. Donc on a des potentiels très importants dans nos territoires et on ne les exploite absolument pas. Dans une période où en plus le prix de l'énergie a complètement grimpé et souvent on entend dire ce qui est bon pour les climats, bon pour les fins de mois, bah oui, ça devient, c'est encore plus vrai aujourd'hui sur le coût de l'énergie et on ne comprend pas pourquoi la ville n'investit pas plus dans des projets d'énergie propre.